Tu passes en 2 ans d'une boîte qui n'a pas de salariés à une boîte qui a 400 salariés. Au total, vous levez près de 65 millions d'euros. De Q1 à Q2, le truc s'effondre avec la hausse des taux. Et c'est comme le Titanic, tu vois l'iceberg, ton paquebot, il ne tourne pas assez vite. Les gens du milieu du restructuring ont la gentillesse de me prévenir, me disent tu vas te prendre les 3 D. Dépression, dette, divorce. On a l'impression d'être criminel de guerre. C'est des salles d'audience, t'as l'impression d'être aux assises. T'as 50 personnes dans la salle et tu dois répondre de crimes. C'est des crimes financiers. Pourquoi t'as coulé cette boîte? Qu'est-ce que t'as fait de tout ce pognon? Thierry, bienvenue dans le podcast Build. Merci de m'inviter. Build, c'est le podcast en fait des passionnés de croissance. Et moi, j'essaye de percer ce secret-là de la croissance, de l'hypercroissance et comment en fait on met de la testostérone ou alors qu'on met de la nitroglycérine dans le moteur de sa boîte. Et en fait, t'es quelqu'un qui a fait exploser un secteur et en fait qui t'a fait même exploser en vol. Donc, je suis très content de te recevoir et pour discuter avec toi de ces sujets-là. Je pense que ça va être un podcast hyper intéressant. Est-ce que tu es OK pour que je te présente un peu en quelques mots, Thierry ? Vas-y. Ouais. Moi, j'ai noté que tu avais 35 ans, c'est bien ça ? Ouais. On te connaît en fait pour être l'homme qui a fondé la PropTech Mastéos. Ouais. En 2 mots, la PropTech, c'est mettre de la tech dans l'immobilier. C'est ça. Hein ? Ouais. Et du coup, en fait, une des boîtes les plus prometteuses de sa génération sur l'immobilier. Et j'ai regardé les chiffres, c'est complètement incroyable. Enfin, je veux dire, c'est complètement dingue. Tu passes en 2 ans d'une boîte qui a pas de salariés à une boîte qui a 400 salariés. Tu passes d'une boîte en fait qui fait pas d'opération à une boîte qui fait une opération par heure devant le notaire, c'est ça ? C'est ça. Avec, tu me disais tout à l'heure, plus de 1000 chantiers opérés en même temps. Enfin, un truc qui est complètement délirant. Et en fait, il arrive un destin assez tragique à cette boîte, c'est qu'en fait, avec la remontée des taux, il y a un gros crash. Et du coup, tes clients sont plus là, le marché est plus là. Et donc, du coup, tu es obligé d'accompagner cette boîte en redressement judiciaire et jusqu'à ce qu'elle soit cédée pour une bouchée de pain en fait, à une nouvelle entreprise qui s'appelle Novexia, hein, c'est ça ? Novexia, ouais. Pour une bouchée de pain, 1 million d'euros. Mais ouais, c'était une bouchée de pain à l'échelle de la valorisation que ça avait. Ouais, parce que moi, j'avais entendu des valorisations qui étaient quasiment aux alentours de 150 millions, c'est ça ? Ouais. Donc, quand on passe d'une valorisation de 150 millions et quasiment 1 an après... en fait, à la vendre 1 million d'euros, c'est quand même, il y a eu un gros problème. Mon moteur a cassé. Ça commence en 2019, c'est ça ? Ouais. J'ai déposé les statuts en février. Février 2019. À côté d'ici. Tout à fait. Et c'était au moment où Notre-Dame brûle, puisque c'est toi qui as bossé sur le chantier. Je me rappelle que c'était à peu près à ce moment-là. Et je crois qu'on a encaissé notre première commission fin d'année 2019 ou début 2020. Pour te dire que vraiment l'année 2019 était absolument vierge en termes financiers. Donc ça a vraiment commencé début 2020. Pour la partie business. On a eu une traversée du désert en 2019 où il s'est rien passé, on n'arrivait rien à vendre, c'était une cata. Et je veux revenir juste un peu sur qui t'es. T'es quel type d'enfant ? Tu nais où ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu parles beaucoup du fait que t'as un parcours très classique, une école de commerce, blanc, blond, Cato. Voilà, mais en fait, c'est quoi ton enfance ? T'as des frères et sœurs ? Ouais, j'ai un petit frère, mais effectivement, trop classique pour faire monter l'audimat là-dessus. Je suis né à Issy-les-Moulineaux. Alors, un truc marquant, c'est peut-être parce que j'ai tu sais, maintenant, chacun se met des labels. Et alors, moi, je me suis collé un label qui est TADA. C'est un truc très à la mode, c'est trouble de l'attention. Et donc, moi, j'ai un trouble de l'attention, mais sévère. Et c'est ça qui a façonné... ma personnalité, c'est que je suis incapable de fixer mon attention sur un truc plus d'1 minute. Et en fait, c'est très dommageable pendant les études, mais ça marche très bien dans l'entrepreneuriat. Tu as pas mal d'entrepreneurs qui ont un TADA parce que ça rend assez créatif. Et le fait de ne pas être hyper fixé sur des problèmes, ça permet aussi de voir assez large, d'être plutôt visionnaire parce que mon attention n'est pas retenue sur des trucs trop terre à terre, si tu veux. Ouais, je comprends. Voilà, je crois que c'est ça qui me définit le plus, c'est le côté ADHD en anglais, mais poussé à son paroxysme. Mais t'étais dans une family business ? Non, j'ai parents médecins. Ok, donc ils faisaient aucun rapport avec le business ? Non, aucun rapport, mais c'est pas pour autant qu'on fera pleurer dans les chaumières sur mon histoire. Non, c'est pas ça l'objectif. Mais pour contrebalancer, c'est vrai qu'un de mes cofondateurs, c'est quelqu'un du bâtiment. Okay. On était 2, puis un 3e nous a rejoint sur la partie travaux, Jérôme Manugera. Okay. J'en parle souvent pour remettre un peu d'espoir, parce que toi, t'incarnes très bien l'ouvrier qui a réussi dans ce business. Moi, mon cofondateur, Jérôme Manugera, c'est un plaquiste de Metz qui, je sais pas s'il a son bac, qui a grandi sur un chantier et qui a monté cette boîte avec moi et qui d'ailleurs est le seul qui est reparti avec de l'argent. Hein. Il est reparti avec
1 500 000 euros juste avant que ça s'effondre. Et tu vois, ça veut dire que tu peux... C'est toi qui lui as racheté ses parts ? C'est un fonds qui lui a racheté ses parts, mais Ok. ça montre que tu peux ne pas avoir fait HEC, ne pas être du sérail, ne pas avoir ton bac, être un ouvrier du bâtiment comme toi, comme Jérôme, et en fait gagner de l'argent et réussir dans l'entrepreneuriat. Donc il faut pas être hyper fixé sur mon profil très typique. Il y a d'autres manières de réussir. Tu fais ton école de commerce, tu sors de chez HEC, tu Ouais. tu travailles d'abord un peu à Paris, c'est ça ? Ouais, à HEC, je voulais faire de la finance parce que j'avais Ok. des pubs qui pop-up, devenir trader, tu sais, sur Internet. À l'époque, c'était l'ancêtre du Forex. Je voulais absolument devenir trader, comme le loup de Wall Street, comme un débile. Tu vois. Et la majeure finance d'HEC m'a pas prise parce que j'avais des mauvaises notes, que j'arrivais pas à me concentrer en classe. Donc j'ai fini en majeure juridique, qui était la filiale poubelle à HEC. Et Ils vont être contents de l'entendre. Ouais, voilà, mais on s'adore. Et j'ai commencé en cabinet d'avocat parce que j'avais fait cette majeure juridique à HEC. Donc j'étais à Hong Kong et à Paris en département immobilier, fiscalité. Donc ça m'a un peu D'accord. servi, mais j'étais assez mauvais. Parce que j'arrivais pas à me concentrer. Et donc, je changeais de cabinet tous les 3-4 mois. Et à la fin, j'ai fui à Londres faire autre chose. Je voulais absolument faire de la finance comme dans Loup de Wall Street. Et à Londres, j'arrivais pas à trouver de job parce que j'avais un background juridique du coup. Donc j'ai triché un entretien qui était, il recherchait un profil quant algorithmique. Moi, je savais pas allumer un ordi. Et j'ai réussi à passer l'entretien quand même, parce que j'avais pas de questions techniques. Et j'ai sous-traité le modèle algorithmique qu'on me demandait de faire à un ingénieur népalais qui faisait ça overnight. Ok. Donc j'ai réussi à bullshit my way, comme t'adores les anglicismes, maintenant que t'es dans le milieu VC, dans la finance londonienne, en féquant mon premier job, et j'ai réussi à terme à finir sur le trading floor d'HSBC, qui était mon rêve d'enfance. Et donc j'étais enfin trader à Canary Wharf, voilà, à 28 ans, 29 ans. J'ai fait 2 ans là-bas, et c'était trop intense, et au bout de 2 ans, je suis rentré à Paris. J'avais tout dépensé dans les boîtes de nuit J'ai lu londoniennes. aussi quelque part qu'en fait, tu avais monté une boîte de trading juste à Londres aussi, là-bas, Ouais, c'est ça ? ouais. J'avais gagné un peu d'argent et j'ai monté une boîte de trading qui s'appelle Ajax Capital. Je sais plus pourquoi je l'appelais comme ça. Et ça a pas marché. Ok. Parce que le trading, c'est très compliqué quand tu es en dehors d'un trading floor professionnel où tu as des départements risques qui t'imposent des limites. Bah là, il n'y a pas de département risque. Tu es tout seul face au marché avec ta propre discipline. Moi, de la discipline, j'en ai pas. Donc, c'est mon premier échec professionnel, ce fonds que j'ai monté à Londres. Et donc ensuite, Et ensuite, je reviens à Paris sans le sou. Donc, encore une traversée du désert. Je suis assez habitué. Mais vraiment, sans le sou, j'avais tout perdu dans ce petit épisode de trading. Et je suis allé pointer au RSA, Porte d'Italie. Et j'étais piéton, quoi. Je battais le pavé. J'ai fait un stage d'observation dans une start-up d'immobilier qui s'appelle Bivouac. Non rémunéré, c'était pour m'occuper. J'ai rencontré un type là-bas qui m'avait l'air pas trop mal. Et donc, on est parti. On s'est mis dans ce bar PMU près de Bastille. Et on a fait un site internet. On l'a appelé Mastéos. Et on croisait les doigts, quoi. je reviens sur cet épisode où en fait, tu fais ce stage d'observation parce qu'en fait, c'est un vrai virage dans ton parcours. C'est-à-dire qu'en fait, cette boîte, Bivouac, elle fait la même chose que vous allez faire quasiment avec Mastéos. Ouais. C'est ça ? Ouais. Comment ils ont vécu le fait que tu passes chez eux comme ça en observateur et que quelques semaines après, en fait, ils te retrouvent avec un de leurs salariés en train de monter une boîte concurrente ? En fait, on aimait bien on performait bien chez Bivouac. Mais quand je dis un stage non rémunéré, c'est qu'on devait être rémunéré, mais on l'a pas été. Okay. Donc, ils ont pas eu un super comportement vis-à-vis de nous. C'est pour ça que Maxime, mon associé, s'est barré avec moi. Tu vois, ça s'est vraiment mal passé. Okay. Et on leur en veut beaucoup de pas nous avoir payés alors qu'on performait. Donc, peut-être qu'ils auront une version différente. Mais voilà, toujours est-il qu'on est parti. On savait du coup faire que ça. C'était la seule expérience professionnelle de Maxime, et moi j'avais fait un peu d'IMO. Je me suis dit, c'est pas autant faire un site là-dessus, ça a pas l'air très compliqué d'être intermédiaire entre un acheteur et un vendeur. Donc on a monté Mastéos. Mais tu sais où ils en sont, eux, parce que on va parler de Mastéos, effectivement, et on va parler de cette trajectoire complètement folle en termes de croissance. Mais eux, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont passé cette crise que toi, tu as connue ? Ouais, mais en fait, ils ont eu la chance, entre guillemets, de pas lever, parce que lever des fonds, c'est un poison. Ouais, tu vas me raconter. Ça fait grossir les structures de coûts, et donc en retournement de cycle, les boîtes qui ont levé passent pas le cycle, alors que celles qui ont eu le malheur de pas lever, qui devient finalement une chance, bah, ils restent avec 10 salariés et ils peuvent passer un cycle, quoi. Ils passent à 8 salariés, c'est OK. Moi, passer de 400 salariés à 50, c'est pas la même complexité que passer de 10 à 2, quoi, ou à 3 pour tenir l'hiver et rentrer en hibernation. Ouais, d'ailleurs, au total, vous levez près de 65 millions d'euros, c'est ça ? Ouais. Pour accompagner 1600 investissements locatifs dans 180 villes
et 3 pays pour 900, on disait 1000 chantiers, c'est ça, hein, quasiment. Ouais, 1700 locataires, j'ai noté. Ouais. 400 salariés et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est des chiffres qui sont complètement dingues, en tout cas en une si petite période. Et je crois que pour le coup, t'es le GOAT de la vitesse de croissance et de la vitesse de décroissance aussi rapide, non? Oui, alors c'est pas un modèle à copier, hein, parce que c'est des modèles d'hypercroissance qui sont assez malsains. C'est comme ceux qui, à la salle, prennent des stéroïdes pour avoir des muscles plus vite. Ça tue les organes, c'est un peu ce qui nous est arrivé. Ce qui est surprenant, c'est la vitesse à laquelle ça part, parce que j'encaisse grosso modo ma première commission d'intermédiaire immobilier en janvier 2020, et 2 ans plus tard, on est 400 salariés. Et je te rappelle que je pars d'un bar PMU à côté des toilettes. Donc c'est la vitesse qui est absolument phénoménale. Et cette hyper-croissance, elle est concomitante avec une structure de coût qui grossit, parce que au début, je lève 50 000 euros, puis j'arrive à lever... je sais plus, peut-être 200 000. Et ensuite, j'ai Daphne, qui est un fonds de venture capital qui me propose 2 millions. Et là, après, ça part en boule de neige, parce que les levées de fonds, c'est un peu addictif. Et surtout, c'est cet argent qui nous est injecté. Il n'est pas là pour être placé sur un compte épargne ou un livret A. Il est fait pour être dépensé le plus vite possible. Pour être brûlé, on dit dans les... On dit pour être cramé, burné, pas parce qu'on aime cramer du cash, mais parce que c'est pour acheter de l'hypercroissance. L'hypercroissance, ça coûte cher. 1 euro d'hypercroissance, c'est 3 euros de dépenses, quoi. Donc, le but, c'est de devenir un leader de ce marché le plus rapidement possible. Et donc, les levées de fonds s'enchaînent. Et il y a un effet boule de neige. Donc, tu lèves 2, puis tu lèves 5, puis 10, puis 20, puis 30, puis 40. Et on finit à 60 et quelques de... 65 millions. 65 de levées de fonds. J'ai lu un truc dans un article, tu vas me dire si c'est le cas, que tu aurais dit, j'ai parfois levé de l'argent plus par vanité que par rationalité. Ouais. Journaliste, il a mis ça en titre. Ouais. Mais en plus, c'est vrai. Mais oui, parce que faut se le dire clairement, il y a un jeu très égotique à faire ça. Quand t'es une PME et que tu mets un pied devant l'autre et que tu passes jamais sur BFM et que t'as rien à dire sur LinkedIn parce que c'est évidemment plus sain et c'est évidemment ce modèle-là qui fonctionne. Mais d'un point de vue égo, adrénaline, tu sais, moi, quand t'as un trouble de l'attention, un TADA, t'as un niveau de dopamine qui est très bas, qu'il faut faire monter en permanence. Okay. Et c'est vrai, cette recherche d'adrénaline et d'ego boost pour quelqu'un qui, moi, j'ai pas trop confiance en moi à la base et ça m'ouvrait un monde de paillettes. Donc oui, il faut assumer qu'il y a un petit côté un peu égo à aller faire des méga levées de fonds, avoir son article dans les Échos et son émission sur BFM, et voilà. Donc c'est malsain, mais je l'assume. J'ai eu ce moment-là. Ça ressemble un peu à un code imposé pour les startups, tu vois, ces levées de fonds, et le fait d'en faire encore plus, c'est-à-dire que ça donne l'impression que c'est un passage obligé pour passer justement à la télévision et pour avoir des choses à raconter sur LinkedIn, c'est de faire toujours la levée de fonds supplémentaire, et encore plus grosse que la précédente, que tu en aies besoin ou pas besoin, au détriment peut-être de la construction. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est un passage obligé d'une start-up de faire des levées de fonds, d'après toi? Ça devrait pas l'être, mais dans le mot start-up, si tu te qualifies de start-up, t'es un peu... tu t'es auto-positionné dans un track de levée de fonds. Tu vois, là, je recrée une boîte beaucoup plus modeste, beaucoup plus PME, sans le côté égo, etc. Et je lève un peu de fonds en ce moment. Et tous les VC me disent... mais tu lèves que ça, mais tu as l'intention de lever plus après, mais tu vas ouvrir 4 pays en année 2. Enfin, je comprends exactement ce que tu dis sur les levées de fonds et surtout sur la valorisation en fait, de ta boîte, parce que tu dis que ta boîte elle avait été valorisée 150 millions, mais en fait, dans les faits, souvent les startups elles valent pas ça. Non, ouais, c'est en plus. Il n'y a pas de cash, etc. Et en fait, ça, c'est un vrai sujet qui est problématique, c'est-à-dire que ça donne à penser qu'en fait, l'entreprise a une valeur qui correspondrait en fait à un chiffre qui correspond à des levées de fonds. Ouais. Je répète que la valeur d'une entreprise, elle est surtout associée soit à ses capitaux propres, soit à sa capacité en fait qu'elle a à se vendre, à délivrer du profit, à délivrer du profit, à faire du cash au fil du temps. Et c'est vrai que il y a un biais, je trouve, de compréhension entre la valeur d'une start-up et effectivement sa capacité à générer de la richesse ou alors à pouvoir se vendre sur le marché, etc. Oui, alors c'est un monde parallèle totalement fictif. Ouais. C'est des valorisations qui sont fictives. C'est un miroir aux alouettes pour les entrepreneurs qui s'identifient à des valorisations qui n'ont aucun sens. Moi, quand Mastéo s'est valorisé 155 millions d'euros il y a un an, la boîte, elle crame 25 millions ou 30 millions par an. C'est-à-dire qu'elle perd 30 millions et elle est valorisée 155. Et en plus, il y a un truc qui va pas là-dedans, c'est le mécanisme de la liquid pref. Je sais pas si tu connais ça. Fait, bien sûr, c'est un droit de remboursement préférentiel pour ceux qui ont mis de l'argent. Donc les fonds de venture capital qui injectent ces millions, ils sont remboursés en priorité. C'est ce qu'on appelle une action
avec un droit de liquidité préférentielle, liquid pref. Et donc moi, quand je lève 65 millions, j'ai 65 millions de remboursement prioritaire. C'est-à-dire que si je vends ma boîte 64 millions et pas 65, je touche 0. Donc en plus, il y a ce mur à franchir de valo. Bon, déjà que la boîte, elle vaut loin, elle vaut pas ça du tout. Mais si jamais elle valait 60 millions, je gagnerais 0. Donc ce mécanisme des liquid pref, il éloigne encore plus l'entrepreneur de cette valorisation qui s'avère être en plus fictive. Toi, au démarrage, tu te dis quoi ? Tu te dis en fait, je vais construire le leader européen en fait de l'intermédiation immobilière pour de l'acquisition et de la location, ou alors tu te dis, je fais 5 ans et je sors avec une quantité de cash importante. J'ai vraiment, j'ai pas d'attente particulière quand je monte le truc. Tu sais, je suis littéralement dans un bar PMU, au RSA, donc je veux juste survivre. Et je le fais à une époque où les taux sont à 0, les fonds de venture capital ont les poches pleines, le marché est arrosé de liquidités. Donc en fait, je suis au bon endroit, au bon moment, avec le bon diplôme qui rassure. J'apprends cette langue, la langue VC, qui est une langue, on en parlait complètement à part. Hein, c'est comme apprendre l'espéranto. Ouais, tout à fait. Je me forme à cette langue, je comprends les codes, je traîne aux beaux endroits et j'arrive à lever des fonds. Et je suis pris, pas malgré moi, je sais plus dans quelle disposition d'esprit j'étais à l'époque, mais c'est un monde qui m'est quand même assez étranger et je suis aspiré dedans. Et une fois que tu es rentré dans ce track VC, t'en sors pas, quoi. Et tu te sens à cette époque-là, en fait, où tout le monde est autour de toi en te disant que tu es la nouvelle pépite de la tech française, la future licorne, etc. Tu prends la grosse tête. Il y a un sujet d'ego quand même autour de ça. Tu es présent à la télé, tout le monde veut investir dans ta boîte. En fait, ça cartonne en plus en termes d'opération, parce que pour le coup, vous en faites beaucoup. Là, t'as la tête qui explose, ou t'as la grosse tête, tu rentres plus dans tes chaussettes. Comment ça se passe ? C'est assez agréable, cette attention nouvelle, arriver au bureau, voir des centaines de gens. En plus, comme on était budget illimité, j'avais des super bureaux dans le Marais, vraiment un palais, quoi. Il y a le ministre du Logement qui venait au bureau, il y a M6, TF1 qui venait souvent. Enfin, voilà. Donc, c'était un monde... oui, ça fait quelque chose, hein, on est d'accord. Et c'est un sentiment, plus que le côté égotique superficiel, c'est un sentiment aussi d'accomplissement que tu as dû sentir. Tu sais, dans la pyramide de Maslow, d'abord, tu essayes de bouffer. Ensuite, tu essayes de trouver un peu d'affection quelque part. Et après, si tu remontes tout en haut de la pyramide de Maslow, tu as le sentiment d'accomplissement, d'avoir réussi un truc, d'avoir réalisé ton destin. Et c'est ce sentiment-là qui m'est très cher. Et là, aujourd'hui, j'ai tout perdu. Vraiment, j'ai plus une thune. Je refais une traversée du désert. J'ai perdu des potes, j'ai plus aucune attention de personne. Les gens, ils ont bloqué mon numéro, c'est terrible. Mais s'il y a un truc que j'ai gardé qui est fort, c'est ce sentiment d'avoir accompli quelque chose, tu vois. De pouvoir, si demain j'ai une maladie, de pouvoir me dire, au moins j'ai fait ça, quoi. Et ça, c'est un capital intéressant à garder. Je comprends parfaitement ce que tu dis sur le fait qu'en fait, il y a un sentiment d'accomplissement. Et moi, j'avais une question à te poser. Alors, moi, je sais pas, je dois avoir un problème par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que c'est toujours l'étape d'après qui va me permettre de pouvoir accomplir vraiment la chose que je rêve et que je souhaite. Et peut-être que c'est le fait que je vienne des chantiers, mais en fait, j'ai l'impression que tout ça est quand même assez fake, tu vois. Ouais. J'ai toujours un regard très extérieur sur ce que je fais avec les médias, etc. Et c'est une question que je voulais te poser sur les médias. Moi, je t'ai vu très présent. Je sais à quel point ça prend du temps, parce que moi, j'essaye d'être présent pour représenter ma profession, pour expliquer aussi la possibilité que c'est quand on est un ouvrier et de passer, de franchir les étapes et de changer de classe, à quel point c'est difficile, mais que c'est possible quand on travaille dur, quand on se donne les moyens, etc. Moi, je suis quelqu'un qui fait toujours les choses en plus. C'est-à-dire que je travaille beaucoup dans ma boîte. Et en fait, à chaque fois que je fais ça, je me rajoute encore quelque chose à faire. Et je vois quand même que ça comprend beaucoup de temps. Tu vois, ici, aujourd'hui, on est dans mes studios et ils sont à une porte de mon bureau. Parce que sinon, en termes de temps et en termes d'opération, je pense que j'aurais pas la possibilité de pouvoir le faire. Est-ce que le temps que tu as passé dans les médias, c'est du temps que tu aurais dû passer dans ta boîte ? Non, c'est mieux que je passe pas trop de temps dans ma boîte parce que j'ai un trouble de l'attention et je suis pas très carré comme personne. Et les actionnaires, ils m'ont très rapidement staffé avec des gens bien plus compétents que moi. Mon directeur général, c'est un ancien commando des forces spéciales. Enfin, il dirigeait les forces spéciales en Afrique. Il a été patron d'Amazon au Moyen-Orient. J'avais toutes les stars de la profession au board et au COMEX. Enfin, mes lieutenants, en tout cas, sont des gens extrêmement capés qui, grosso modo, géraient la boîte de manière bien plus compétente que moi. Et donc, moi, je pouvais libérer du temps sur un truc où j'étais pas mauvais, qui était hyper Mastéos, faire de la presse, mettre des paillettes un peu partout et faire en sorte qu'on parle de cette boîte. Donc, toi, tu étais le porte-voix de Mastéos, c'est ça. en gros. Ouais. Et c'est là qui est difficile à comprendre, c'est que si tu avais
des experts de l'immobilier, des experts de la finance, des experts du management. C'est-à-dire qu'ils partagent avec toi une forme de responsabilité quand même. Et comment ça se fait qu'en fait, ils lèvent pas des drapeaux en disant on va au crash. Tu vois, c'est un truc qui m'interroge toujours dans les difficultés que rencontrent les entreprises. Moi, avec mon groupe, j'ai repris des entreprises qui étaient aussi en difficulté. Et je m'interroge à chaque fois en me disant comment c'est possible que les salariés, ou en tout cas les gens qui sont en management intermédiaire ou même à la direction, à un moment, ne sortent pas les drapeaux, tu vois. Ouais. Et en fait, disent pas, en fait, il y a un gros problème, on va aller dans le mur. Ouais, alors, trois points de réponse. D'abord, ils les ont sortis, les drapeaux. Hein. Je veux dire, il y a un moment, il y a quand même pas mal de gens qui se sont mis à dire oulala, le marché se retourne. Bon, merci, Captain Obvious, mais on avait vu ça, mais bon, il y a des gens qui ont quand même mis des alertes. Deuxièmement, j'avais pas mal de stars, mais pas des stars de l'immobilier. Ok. Des stars tout court, en fait. Okay. Tu vois, patron d'Amazon, ancienne DRH de Blablacar et Canal+. J'avais vraiment des profils de dingue, mais pas des gens qui étaient allés sur un chantier, pas des gens qui avaient fait de l'immobilier, pas des experts sectoriels, des stars tout court. Et le problème dans l'immobilier, c'est que si t'es pas ouvrier du bâtiment, nous on avait quand même des centaines de chantiers dans des centaines de villes, et dans plusieurs pays, si t'es pas un plaquiste professionnel de formation, tu ne peux rien capter à mon business. Et le problème, c'est que mon board, t'avais numéro 2 d'accord, un des patrons de Nexity, enfin t'avais du très beau monde qui venait nous conseiller. Mais pas des gens qui étaient allés physiquement sur un chantier à Maubeuge faire comprendre qu'on peut pas scaler avec des plaques de BA13 quoi. Et c'est deux univers qui sont incompatibles et c'est un peu la leçon à retenir, c'est que la PropTech, s'il y a de la property, c'est le terrain, et il y a de la tech, c'est les lignes de code. Et c'est deux mondes qui sont pour moi foncièrement incompatibles. Tu ne peux pas jouer à être Airbnb et Bouygues en même temps. Soit tu fais une plateforme digitale et tu fais que ça et t'es très bon. Airbnb n'a pas d'opération de terrain. Soit tu fais du terrain et tu le fais un pas devant l'autre. Mais tu peux pas mélanger les deux. Ça scale pas en fait l'immobilier. Ça veut dire que c'est incompatible pour toi? C'est incompatible. Et quand tu mets des stars de la tech sur de l'immobilier de terrain, eh ben on applique des recettes qui marchent pour des SaaS d'intelligence artificielle, mais qui marchent pas pour des boîtes comme Mastéos qui font du sourcing à Bourg-en-Bresse, des chantiers à Maubeuge et qui mettent des locataires à Roubaix, quoi. Ça marche pas. Donc la leçon que tu tires de ça, si je comprends bien, en tout cas moi si j'en tire une leçon, c'est qu'en fait il faut des gens du secteur en fait et des gens de terrain sur les opérations, sur les chantiers pour que ça fonctionne, c'est ça? Et ça t'avais pas? Ouais, j'avais pas. En fait, entre un board de stars, tu peux mettre le patron d'accord, le patron de Nexity, tu peux mettre toutes les stars du monde sur un board qui prend les décisions. Ce qu'il aurait fallu, c'est d'avoir, je le dis souvent, 12 plaquistes avec le t-shirt plateforme du bâtiment, et peut-être que la boîte se serait pas crashée. Ouais, d'accord, ok. Des gens du terrain. Parce que tu veux dire que, on va parler de ton crash, mais avant ça, j'aimerais bien qu'on parle de ta relation avec les VC. Je t'ai entendu dire dans des interviews, et d'ailleurs, c'est une question qu'il faut que je te pose après, en fait, sur ta présence médiatique, même encore aujourd'hui, après ce crash de Mastéos. Mais ta relation avec les VC, donc tu dis qu'en fait, tu fais des levées de fonds et que tu es pris dans cette obligation en fait, de lever des fonds. Ouais, j'en suis pas une victime, hein, je participe. Sûr, mais en tout cas, il y a des levées de fonds successives. Et du coup, est-ce que tu considères que c'est les VC qui t'ont tué? Non, pas du tout. Non, je me déresponsabilise pas sur les VC. Je trouve que c'est un système de financement qui est relativement malsain, en général, parce que c'est un peu pousse au crime, c'est un peu pacte avec le diable. C'est-à-dire, c'est vraiment comme des stéroïdes pour ceux qui font du sport. Ça te permet de faire en 2 ans ce qu'on aurait dù faire en 20 ans. Mais au prix d'une structure de coût qui nous rend sensible au cycle en fait. Je veux dire, quand t'as 400 personnes et que le cycle se retourne parce qu'on t'a injecté de l'argent, du pognon et t'as grossi trop vite, et tu peux plus ensuite résister à ces changements de cycle. Donc je trouve ça assez malsain, sauf dans certains cas précis qui sont par exemple de l'intelligence artificielle où t'as besoin de mettre des capex énormes au début ou des SaaS à la limite, mais faut rester cantonné à ce terrain-là et pas appliquer des méthodes et des recettes VC à des boîtes qui sont pas compatibles avec ce mode de financement. Comment ça s'est passé avec eux quand ça commençait à être difficile? Quel est ton rapport avec eux? Non, mais ils sont très bien en vrai. Les VC, c'est des gens comme toi et moi qui parlent un certain langage, qui sont très smart, très bienveillants. C'est pas des méchants, c'est pas le grand capital. Donc moi, je les adore. Après, c'est vrai que ça s'est vachement tendu quand le marché s'est retourné. Et en plus, j'ai pas répondu tout à fait à ta question de comment on a fait pour pas voir venir le truc. Et surtout, comme on était budget illimité, comme on a fait avec 60 millions et 65 millions pour ne pas financer une restructuration digne de ce nom. Bon, en fait, on savait que les taux n'allaient pas rester à zéro éternellement, donc on avait modélisé plein de scénarios où ils remontaient.
on n'avait pas modélisé un scénario de remontée des taux aussi violent. Hein. Je te rappelle qu'ils sont passés de 0 à quasiment 6% en pas loin de 6 mois. Quoi. Enfin, c'était la remontée de taux la plus violente de l'histoire. Donc ça, on n'avait pas pricé ce scénario. Et notre sensibilité au taux, elle est absolument énorme. C'est-à-dire que moi, mes clients investisseurs, quand ils investissent, tu sais, tu te prends 4% de rendement net à peu près. Donc quand tu empruntes à 6 et que tu investis à 4, tu perds de l'argent. Donc c'est pas qu'on avait moins de clients, c'est qu'on n'en avait plus du tout. Entre mars 2023 et avril 2023, on est passé de 150 à 40, puis de 40 à 10 et puis 0. Quoi. Et du coup, ça pose la question, Thierry, en fait, c'est pas pour le coup en fait un effet d'aubaine, Mastéos. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que ça pouvait pas marcher qu'avec des taux très bas? Ouais, si, c'est ça, je pense. C'est ce qu'on appelle dans le langage VC un zero rate phenomenon. Okay. T'as plein de boîtes qui fonctionnaient super bien quand les taux étaient à 0 et on pensait que c'était des business sains et en fait on se rend compte que c'était uniquement lié au fait que les taux étaient à 0. Ouais, d'accord. Donc en fait, c'est les politiques d'État en fait qui te font ton business ou pas. Quand l'argent est gratuit, des boîtes comme Mastéos cartonnent et on a l'impression qu'elles sont structurellement successful, mais non, c'est juste lié à une politique monétaire particulière. Donc peut-être que ça peut marcher sous un autre format un peu plus, mais pas à ce niveau d'hypercroissance. Et puis il y avait quelque chose qu'on parle peu, mais l'investissement aujourd'hui chez les Français, c'est quelque chose qui est quand même pas évident. On est un peuple en fait qui met de l'argent sur son livret A et qui a pas pour vocation au départ à investir, d'ailleurs qui comprend peu l'equity aussi. Et pour le coup, tu avais deux missions. Tu avais effectivement celle de changer un système et un marché en y ajoutant de la tech, et en plus de ça, de quand même d'évangéliser une population à l'investissement, c'est ça? Ouais, surtout en tant qu'ancien trader, j'ai vu les ravages du trading chez les particuliers, j'en ai fait les frais à titre personnel, et c'est vrai que l'immobilier a ça d'intéressant que la banque va financer le bien, les locataires vont rembourser la banque à ta place, donc c'est un enrichissement qui est relativement passif. Et un niveau de risque qui n'est pas stratosphérique. Un niveau d'emmerde stratosphérique, ça je te le garantis, mais un niveau de risque qui est relativement maîtrisé. Et donc voilà, pour le commun des mortels et même pour les gens sophistiqués, c'est difficile de trouver une meilleure classe d'actifs pour se construire un patrimoine. J'ai vu quand même pas mal de gens se construire des gros patrimoines avec de la dette financée par les loyers. Ouais. J'en ai vu aussi gagner de l'argent en vendant des formations, on en parlait, mais il y a quand même quelques belles success stories de gens qui sont partis de zéro et qui se sont retrouvés avec des patrimoines de 10-20 millions d'euros. Donc ça existe. Juste sur ce sujet-là, je pense que c'est important, et c'est important les mots que tu emploies, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une construction d'un patrimoine. On construit un patrimoine, c'est-à-dire d'imaginer qu'on va avoir une rentabilité immédiate avec des biens immobiliers, à part en vendant de la formation. Moi qui ai fait mon petit niveau en fait, des opérations immobilières, en fait, quand mon locataire il m'appelle le dimanche soir parce que son frigo est tombé en panne, c'est à moi de trouver la solution pour lui remplacer et pour faire en sorte qu'il puisse vivre tranquillement dans le logement. Je parle même pas des problèmes qu'on a avec Internet, qui fonctionne pas, et que le code marche pas, et qu'en fait, il faut appeler la hotline d'un opérateur téléphonique, etc. En fait, c'est pas magique. Ça demande quand même, moi, je trouve, beaucoup de temps, beaucoup de compétences pour faire de l'immobilier. C'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir une compétence juridique, ça c'est important, pour savoir où on met les pieds quand même, savoir lire les assemblées générales, pouvoir lire un compromis correctement. Et en plus de ça, il faut quand même avoir quelques compétences dans l'immobilier, parce qu'on va travailler avec des artisans, on va rédiger ensuite des baux, etc. Et si on ne fait pas tout ça et qu'on se fait accompagner, en tout cas c'est ma lecture du sujet, en fait on laisse les points de marge qui sont déjà pas nombreux en fait, dans l'immobilier. Et donc pour le coup, il faut vraiment imaginer qu'en fait c'est des investissements long-termistes. Je ne sais pas si tu partages ça avec moi, mais... Tout à fait, ouais. Et dès que tu essayes de prendre un raccourci, tu te brûles. Comme dans l'entrepreneuriat, Mastéos, c'est un énorme raccourci qui a été pris. Les stéroïdes dans le sport, c'est un raccourci. Et en immobilier, dès que tu veux aller t'enrichir plus vite que ce qui est prévu, tu vas devoir prendre des risques. Parce qu'il y a vraiment une leçon que tu apprends sur un trading floor, et une seule, tu la connais, c'est que le rendement et le risque sont strictement corrélés. C'est le yin et le yang. Et dès qu'on te vend un gros rendement, une grosse rentabilité, et que tu ignores le risque, tu te plantes. Tu vois, par exemple, Bernard Madoff, c'était une fraude, parce qu'il proposait du 12% sans risque. Bon, bah, en fait, non, c'était une fraude, ça n'existe pas. Donc, si tu veux avoir 12% de renta, quel que soit le format qu'on t'a vendu, grosso modo, tu finis par acheter un immeuble de rapport à Roubaix et les locataires te payent pas. Donc, moi, c'était ma première expérience dans l'immobilier. Okay. Et donc, voilà. Et en fait, il faut accepter. C'est inratable. Hein. Tu vas devenir millionnaire dans l'immobilier. Tu as juste à demander ton prêt à la banque et à faire un investissement raisonnable et à attendre. Voilà. Et si tu essayes d'aller plus vite que la lumière, bah, tu te plantes 9 fois sur 10. Ouais, très clair.
J'ai lu qu'en fait, vous aviez senti le mur arriver, mais que vous aviez continué de foncer, c'est-à-dire Q1 23, les dés, en fait, ils sont quasiment déjà jetés. Ouais, de Q1 à Q2, le truc s'effondre avec la hausse des taux, et c'est comme le Titanic, tu vois l'iceberg, ton paquebot, il ne tourne pas assez vite. Faut vraiment comprendre ça. Et j'étais pas une boîte de 10 salariés, j'étais une boîte de 400, et j'avais plus une vente. C'est-à-dire que mon marché n'existait plus, il a disparu, comme le Big Mama pendant le confinement. Il n'y a plus de clients qui rentrent dans le resto. Donc, il y a un moment, l'iceberg, je le vois, mais moi, j'ai 400 salaires à payer. Je peux pas downsizer, comme on dit. Je peux pas réduire la voilure à la vitesse de l'effondrement du marché. Point. Donc oui, tu vois que tu vas te prendre l'iceberg. Il n'y a pas d'autre solution. Personne n'a envie de réinjecter du capital à ce moment-là. Et donc, c'est triste, hein, mais tu sais que tu vas te faire, tu vas te le prendre. Cracher le mur. Ouais. Et tu le vois 6 mois à l'avance et tu peux rien faire, t'es impuissant. Quand j'ai préparé notre échange, j'ai réfléchi avec pourquoi moi j'empruntais, comment j'empruntais, etc. Et en fait, moi aujourd'hui, j'emprunte quasiment essentiellement pour financer des capex et pour financer mes opérations de croissance externe. Mais quand on lève 65 millions d'euros, qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? Je me suis dit, mais demain, on me donne 65 millions d'euros. Comment j'arrive à l'utiliser, tu vois ? Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent ? Tu peux nous raconter comment on fait pour dépenser 65 millions ? Vu de l'extérieur, c'est absolument incompréhensible. Ouais. Tu vois, là, je relève 300 000 euros. Okay. Je suis large. Je me dis, en ce moment, mais qu'est-ce que je vais faire de 300 000 euros sur mon nouveau projet ? Et c'est vrai que si tu me donnes 65 millions, déjà, ça rend fou, hein. Enfin, je veux dire, toi, ça t'a rendu fou ? Non, mais c'est pas le bon mot, mais en fait, tu te mets à perdre un peu tes repères, ça c'est sûr. Parce qu'on te pousse à le dépenser. Hein, c'est pas, quand tu dis on, c'est qui le système, l'écosystème VC. Okay. Parce qu'encore une fois, c'est pas de l'argent qu'on met dans ta boîte pour que tu le places sur un livret A. Il est fait pour être dépensé. Ça te brûle les mains. Il faut le dépenser. Donc tu le dépenses dans quoi ? Dans de la pub, dans des nouveaux bureaux, dans d'autres pays, dans d'autres villes, et dans du staff. Et effectivement, il y a un truc qui est sûr, c'est que ça te rend pas centimier. Ça arrive pas d'un coup, déjà, c'est pas 65 millions qui arrivent d'un coup, c'est 1, puis 2, puis 5, puis 10, tu le crames, tu passes à l'étape supérieure, etc. Et donc ta structure de coût, elle grossit. Mais en tout cas, non, je vais pas me déresponsabiliser, ça a été mal dépensé, parce que ça peut pas être bien dépensé. Quand on te donne trop d'argent, trop vite, en plus à un primo-entrepreneur, alors très très bien entouré, je dois le dire, mais ça peut pas être bien dépensé. C'est pas possible en fait. Et t'as quelle relation avec ton board aujourd'hui ? Là, je les croise dans Paris parce que c'est un petit monde, donc on s'aime bien, on se fait un check et on a quelques cicatrices et on a peut-être un peu de rancœur, mais ça va. C'est du business, hein, c'est pas, on s'est pas attaqué à coups de couteau, c'est de l'argent qui pouvait être perdu, sauf pour Crowdcube, où il y a vraiment des particuliers qui ont mis du pognon qu'ils n'auraient pas dû perdre. Et c'est peut-être aussi ces plateformes qui sont peut-être pas adaptées, le monde VC est adapté ni aux PropTech ni aux particuliers, je pense. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais grosso modo, l'essentiel des fonds a été perdu par des gens dont c'est le métier d'en perdre. Le VC, c'est une activité où tu mets de l'argent dans 10 boîtes, tu mets des stéroïdes partout, tu les pousses à fond, il y en a une qui va décoller et 9 qui vont mourir. Donc ça fait partie intégrante du modèle. Ça, je comprends, mais moi, ce qui me paraît le plus important, c'est en fait tes clients, c'est pour le coup des gens qui ont placé leurs économies, qui ont investi, etc. à tes côtés. Eux, ils se retrouvent dans quelle situation après cette liquidation ? Est-ce que les chantiers ont été terminés ? Est-ce que en fait, vous avez pu mener à bout leur projet ? Est-ce que ça leur a coûté ? C'est quoi le... Il y a eu des victimes dans cette faillite. Une faillite d'une telle ampleur, ça laisse personne indemne. Alors, l'essentiel des clients, historiquement, a été bien traité. Ils ont des apparts qui tournent, les chantiers ont été faits à temps. Et effectivement, les clients qui ont été pris dans la faillite, eux, c'était plus compliqué. Novaxia, c'est lesquels ? C'est ceux qui n'étaient pas terminés ? Ceux dont les chantiers étaient en cours au moment où on a fait faillite. Là, plus compliqué. Novaxia a fait du mieux qu'il pouvait pour ceux qui m'ont racheté pour finir les chantiers. Certains, il y a eu des victimes. Il n'y en a pas eu des centaines, mais tu as quand même une dizaine de clients dont le chantier est à moitié fini, dont des proches à moi, dont d'ailleurs mon associé. Enfin, on est nous-mêmes victimes de notre propre boîte à certains niveaux. Novaxia, en fait, toi, tu accompagnes le redressement judiciaire, la liquidation, quasiment. Tu n'avais jamais fait ça de ta vie. En fait, les entrepreneurs, ils font pas ça normalement. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on apprend. Oui, tout à fait, ouais. T'ouvres un sujet assez vaste, qui est l'entrepreneur issu d'un écosystème qui est né avec les taux zéro. Donc c'est tout nouveau. Ces grosses levées de fonds, ça n'existait pas avant. Il n'y a aucun nom de start-up qui a levé 50 millions avant 2000.
18, quoi, enfin très peu. Donc c'est tout nouveau et jusqu'à présent personne n'avait fait faillite. Et t'as Luco qui est une assurance qui ouvre le bal en 2023 et qui est le premier à faire faillite. Et là, le monde de la tech, le monde de Bisounours, de l'hôtel Hoxton découvre le Quai de Corse, le tribunal de commerce qui est à côté de Notre-Dame. Et là, c'est deux univers qui s'étaient jamais rencontrés. Donc c'est vrai que nous, entrepreneurs, on se retrouve face à un juge. On a l'impression d'être criminels de guerre. C'est des salles d'audience, tu as l'impression d'être aux assises. Tu as des gens en robe, et tu as 50 personnes dans la salle et tu dois répondre de crimes. C'est des crimes financiers. Pourquoi tu as coulé cette boîte? Qu'est-ce que tu as fait de tout ce pognon? Et tu réponds de ces crimes seul, alors que tu vois, tu avais quand même plein d'actionnaires. Moi, je dirigeais pas ma boîte techniquement parce que j'avais un DG et des lieutenants donc je me déresponsabilise pas, c'est ma responsabilité. Ouais. Mais c'est vrai que tu te sens un peu seul alors que c'était des décisions qui étaient prises de manière très collégiale. Et c'est un moment qui est dur, qui est stressant, où t'as vraiment, tu sais pas, je vais pas finir en prison, tu vois, parce que j'ai pas fait a priori de faute de gestion manifeste. Je me suis quand même pris une remontée des taux qui a fait s'effondrer mon business et quel que soit mon niveau de trésor à ce moment-là, je ne peux pas survivre. Donc, mais c'est vrai que c'est des univers où on n'a pas l'habitude de voir un entrepreneur plaider devant un juge. Ton rapport avec l'écosystème aujourd'hui par rapport à ça, comment toi tu le vis en termes d'ego? Comment tu le vis toi personnellement? Comment on se remet d'une chute comme ça, pareil, où tu étais sur tous les plateaux télé, où tu faisais beaucoup de presse, t'en parlais, tu avais un palais dans le Marais, tu étais vu comme en fait le nouvel Elon Musk français. Et en fait, t'en fais un peu trop, mais ouais, ok. C'est vrai que j'ai forcé un peu le trait, mais on n'est pas loin de ça quand même. Tout le monde parlait de Mastéos en disant ça va être une licorne complètement incroyable. Et donc comment on chute de ça et comment tu vis ça toi personnellement? Alors c'est très dur. Soutenu, ouais, pas assez, mais c'est très très dur comme épisode. Et les gens du milieu du restructuring, les avocats, les administrateurs, ont la gentillesse de me prévenir parce qu'ils ont vu les ravages que ça a sur les entrepreneurs qui passent par le tribunal, que tu prends les 3D. Ils me disent, tu vas te prendre les 3D. C'est quoi les 3D? En fait, tu vas subir une dépression, tu vas crouler sous les dettes et ta femme va te quitter. Donc c'est dépression, dette, divorce. Okay. Je pense pas que ça va m'arriver. Et si, j'ai pris les 3, quoi. Alors, j'ai pas divorcé, mais en fait, tu peux prendre les 3 à un certain degré. D'abord, effectivement, tu sombres dans la dépression parce que tout le monde t'abandonne, t'as plus une thune, t'as pas le chômage. Moi, j'avais pas vendu d'actions, je m'étais pas enrichi, j'ai toujours pas de chômage parce que le dirigeant est pas couvert par le chômage. Donc, vraiment, tu dois te battre pour passer le mois. Ta femme, ça la saoule, forcément. Moi, j'ai 2 enfants, donc je participe pas au foyer. On a quand même des emprunts, etc. Donc effectivement, je croule sous les dettes parce qu'il y a les chantiers pas finis de mes potes, de ma famille. Je participe un peu pour les aider à finir le truc. En fait, tu as des dettes extra financières. C'est des trucs c'est pas des dettes officielles, mais c'est des engagements moraux que tu as. Et donc, tu dois contribuer à ceux que tu as, à toutes ces victimes. Ouais, après, ça rend la vie dure en couple. Ok. Donc, j'ai subi les 3D. Ils ont quel âge? 2 ans et 6 mois. Donc ça doit être aussi un moment qui est difficile pour toi dans ta vie de famille. Ouais. Donc, d'entrée dure et il faut se relever. Après une faillite en France, t'es assez grillé dans l'écosystème. Aux États-Unis, il y a ce côté culture de l'échec plutôt positive, qui est de dire quelqu'un apprendre ses erreurs, donc un repeat entrepreneur qui a prouvé sa capacité à générer de la vitesse, mais qui s'est planté, donc a priori va pas se replanter, donc c'est le profil parfait. En France, c'est moins le cas. L'échec il y a quand même un stigmate autour de l'échec. J'essaye à mon niveau de changer un peu les mentalités là-dessus. Mais ouais, c'est vrai que tu passes de la lumière à l'ombre et il y a des gens qui te répondent plus. Voilà. Et c'est parce que la lumière te manque que tu es encore aussi présent sur les médias aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu décides de continuer à vouloir prendre la parole sur ces sujets? On a l'impression qu'en fait, ta position médiatique, c'est quasi pas arrêté. Ouais. On te voit toujours autant pour parler, là, pour le coup, toujours de Mastéos. Tu vois. Alors, on va parler de ton nouveau projet aussi qui est hyper intéressant. Mais pourquoi tu es présent aujourd'hui encore sur les médias? Est-ce que tu n'avais pas cette volonté de te dire je vais me faire tout petit? Il y a un côté psychanalytique. Okay. C'est une rédemption. Moi, j'ai besoin de dire au monde ce qui s'est passé, d'assumer mes responsabilités aussi et d'expliquer que montrer l'envers du décor. Donc j'essaye de porter un message qui est de dire c'est pas parce que Mastéos s'est planté qu'il faut arrêter l'entrepreneuriat. Il faut juste le faire avec une certaine prudence, vis-à-vis du financement venture capital qui n'est pas adapté partout. Essayer de valoriser un peu mieux l'échec, essayer de rendre les entrepreneurs un peu plus sensibles au restructuring, qui est un monde où on n'a pas les bons réflexes. Envoyer sa cessation de paiement au bon moment, préparer les choses avec des conciliations. On n'a aucune culture du restructuring. Donc j'ai quelques messages à porter, sensibiliser les dirigeants et
et mieux faire percevoir l'échec entrepreneurial, parce que si tu condamnes trop l'échec, alors si tu le condamnes pas du tout ou que tu le glorifies, c'est terrible parce que les gens se mettent à échouer, à faire n'importe quoi avec leur boîte, donc c'est pas du tout la solution. Mais si tu vas stigmatiser les entrepreneurs qui se plantent, t'as plus d'écosystème entrepreneurial. Les gens ont peur après. S'ils voient que je me suis fait broyer par la machine judiciaire, médiatique et l'opinion publique, finalement, toutes les vocations dans la PropTech vont s'éteindre. Donc, il faut aussi porter un message de tente, lance-toi dans l'entrepreneuriat, et si t'échoues, tu peux te relever. La France te donne droit à une seconde chance. Ça serait pas mal qu'il y ait ça. Ouais, je comprends ce que tu dis par rapport à ça. Et moi, c'est un sujet qui me parle parce que je suis un fervent défenseur de dire qu'en fait, on peut pas regarder qu'un seul côté. On peut pas regarder quand tout va bien uniquement. En fait, être entrepreneur, c'est quand même extrêmement difficile. Et que moi, si les gens veulent se lancer dans ce domaine, le fait d'entreprendre, d'abord, je leur déconseillerais, pour de vrai, en leur disant, en fait, est-ce que tu es prêt à tous les sacrifices? On va t'expliquer que quand tu as réussi, en fait, c'est pas forcément toi, mais c'est tes équipes. Et quand il y a des problèmes, par contre, c'est toi qui vas les porter dans le sac à dos et c'est toi qui vas gérer les difficultés, etc. Il y a des soirs où tu vas pas bien dormir parce que tu vas avoir beaucoup de problèmes. Et puis t'es seul face au juge à la fin. Voilà. Et puis, donc, je trouve que c'est important de rappeler ça parce que aujourd'hui, on a l'impression que l'entrepreneuriat, c'est avoir un appartement à Dubaï, poster des vidéos et imaginer qu'en fait, on va gagner beaucoup d'argent grâce à ça. Je trouve que ton discours, en tout cas, moi, je le trouve très, très important dans l'écosystème d'entrepreneurs, pas uniquement dans la tech, tout court, parce qu'en fait, il est important de rappeler qu'en fait, ça comporte des risques. Tu sais, il y a un disclaimer quand on fait de l'investissement, et je pense qu'il faudrait l'écrire aussi quand tu veux devenir entrepreneur. Ouais. C'est en disant, attention, entreprendre comporte des risques, tu vois. Ouais. Il comporte les risques que tu viens d'expliquer, et en fait, on y est à 100%, et en fait, quand on perd à 100%, quoi. J'ai lu sur l'article de Madines, là, qu'il y avait eu des guerres dans le top management de Mastéos avec les fonds VC. Qu'est-ce que tu as appris de ça, de gérer de la politique dans ta boîte, sur le fait, en fait, de gérer des égos? Tu parlais de stars tout à l'heure. Il y a beaucoup de politique, effectivement. C'est normal vu les enjeux financiers. Il y a des enjeux de pouvoir au board, il y a des alliances. Enfin, c'est vraiment une série Netflix à la fin. Ah ouais, donc, c'est vrai. Et donc, il faut vraiment maîtriser les arcanes du pouvoir, entre guillemets, faire les bonnes alliances au bon moment. Il y a un petit côté marrant, sauf que bon, c'était pas marrant comme période, mais ce côté politique, t'as l'impression d'être dans une série Bureau des légendes, quoi. À la fin, les gens sont enregistrés, t'avais des courriers d'avocats, il y avait des... Bon, bref, mais oui, il y a beaucoup de politique, et c'est vrai que plus t'as de salariés, toi t'en as 500, plus tu dois gérer des égos et de la politique interne et externe, en fait. Donc, j'ai appris à faire ça. Toi, ça a l'air de bien se passer, mais... Je sais pas si ça se passe bien, mais en fait, j'ai beaucoup de chance parce que on a des intérêts tous qui sont quand même très alignés. Moi, une de mes principales missions, c'est d'accompagner mes équipes à la réussite. Donc, en fait, je suis plus à leur service que eux à mon service de réussite. Donc, c'est vrai que ça change un peu la donne. Et justement, j'essaie d'éliminer, en fait, tous ces sujets de politique. J'ai l'avantage aujourd'hui d'être majoritaire. Oui, voilà, un problème réglé du coup. Et donc du coup, tu vois, cette logique-là, en fait, elle me permet de pas subir de la politique. Et le fonds qui a mon capital, c'est un fonds qui est sleeping. Et pour le coup, en fait, la seule obligation que j'ai avec eux, c'est de leur transmettre un peu d'informations financières. Ils ont juste un regard consultatif. Ouais. Donc il n'y a aucun droit de vote. J'ai aucune obligation avec eux par rapport à ça. Donc ça facilite quand même grandement, si tu veux, mes relations avec eux. Mais ce que tu disais tout à l'heure, pour moi, c'est un sujet qui est important parce que j'ai rencontré beaucoup de fonds d'investissement. Tu parlais tout à l'heure de pousse au crime. Moi, ils poussaient des valorisations de mon groupe à des niveaux où avec des dettes associées, des niveaux de dilution, etc., que je trouvais en fait pas tenables. Et en fait, ça m'aurait peut-être sur le papier, encore une fois, je dis sur le papier, rendu riche. Mais en fait, dans la vraie vie, ma boîte, je savais qu'elle valait pas ça. Et je savais qu'en fait, si tu mettais le doigt dans cet engrenage-là, en fait, tu te retrouves dans des situations qui sont délirantes et tu perds le contrôle. Ouais, tout à fait. Et t'as la sagesse d'esprit de prendre du recul sur ça. Et t'as une boîte qui marche bien. Bon, ton parcours est absolument incroyable d'ailleurs, je tiens à le dire. Je suis encore sur... C'est sympa. Je sais pas ce que je fais là, mais en tout cas, toi, ta boîte marche bien. Et donc, qu'elle marche beaucoup mieux, beaucoup plus vite, c'est moins tentant parce que tu as un truc qui fonctionne déjà. Moi, je pars de zéro quand je crée Mastéos. Je suis dans un bar PMU et j'ai pas l'étape où le truc marche bien et je pourrais me contenter de ça. Et probablement que je m'en serais contenté. Je passe directement je passe des coups de fil à côté des chiottes à je me prends des millions d'euros et je suis illimité et je peux devenir leader en un an. Et j'ai pas de période tampon où je peux temporiser et me dire non, mais en fait, je vais qu'ils aillent se faire voir. Est-ce que tu crois que grandir, en fait,
très, très vite, c'est incompatible avec une bonne structuration? Je pense que oui, s'il faut répondre franchement. Enfin, évidemment qu'il y a peut-être des modèles où ça fonctionne, mais grosso modo, la vitesse est par nature incompatible avec une bonne structure de coup. Ouais. Il y en a qui ont réussi, mais on est dans une culture de l'immédiateté avec une société TikTokisée, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on cherche vraiment des raccourcis dans tous les sens. Et dans l'entrepreneuriat, tous les grands succès de l'immobilier, les Nexity, les Consultim, Bon, IAD, c'est peut-être une exception, quoique IAD, ça a 10-15 ans quand même. Donc, non, mais c'est que des boîtes qui ont minimum 10-15 ans et qui ne sont pas amusées à faire des méga levées de fonds pour essayer de passer de 10 à 2, quoi. Ça tue les organes. Ouais, complètement, je comprends complètement. Mais en tout cas, tu étais facilement tenté. En fait, je crois que 99,9% de la population qui se met à la place de l'entrepreneur à qui on propose un chèque à 8 chiffres dit oui, en fait. Ouais. Tout le monde dit oui à un chèque à 8 chiffres. Surtout quand tu pars de zéro, que c'est ta première fois et que t'as rien à perdre. Et que, voilà. Je voudrais que justement, tu parlais de l'immobilier, je voudrais que tu me parles de ta vision de ce marché. Tu as opéré dans ce marché-là. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, quelle est toi ta vision de ce marché de l'immobilier? Moi, c'est un marché qui est à la fois hyper structurant, serein, mais à la fois en fait, qui est très old school. Et on a l'impression qu'on n'arrive pas à faire bouger les lignes de ce marché. Ouais, c'est frustrant. Et moi, je pense que la tech a assez peu à apporter à l'immobilier. Je dois être le seul à penser ça aujourd'hui. Peut-être parce que c'est une cicatrice de ce que j'ai vécu chez Mastéos. Mais nous, on a mis beaucoup de tech. On a investi au moins 10 millions d'euros dans notre tech, qui est une app super sophistiquée où tu peux suivre tes opérations à distance avec des visites 3D, etc. Mais en fait, ça n'apporte rien. Le client, ce qu'il veut, au-delà d'une super app, c'est que son chantier soit fini dans les temps, sans dépassement de devis et que ses locataires ils payent à l'heure. Et je pense que dans l'immobilier, on veut injecter de la tech et de l'IA à tout prix. Pourquoi pas, mais c'est vraiment pas prioritaire. La priorité, c'est de bien faire les choses. C'est une expertise de terrain, c'est une expertise qui a parfois des millénaires dans ton métier. Toi, tu rénoves Notre-Dame. C'est des corps de métier qui n'ont jamais eu besoin de technologie. On en parlait avant, mais tu vois ce qu'ont fait les Grecs et les Romains, les Égyptiens, sans un ordi, sans une feuille de papier. En fait, tu peux te passer de technologie et faire... Je trouve qu'aujourd'hui, on essaye trop de dépendre de la tech et on en perd en compétences, en fait. Et donc, ma vision du marché, pour l'immobilier, ça existe toujours, ça existera toujours. Là, en ce moment, le marché se fait complètement démolir par différentes politiques qui sont plutôt anti-locatifs. Mais c'est un cycle et ça reviendra. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui se lancent dans l'immobilier, il faut respecter le temps de l'immobilier, c'est du temps long. Il faut respecter ça. Ça ne marche pas au format hyper-croissance. 2, c'est du local. Je crois beaucoup au local. Aujourd'hui, je remonte un projet assez modeste dans les micro-logements parisiens. J'essaye de réhabiliter les micro-surfaces à l'abandon dans Paris pour les exploiter d'une manière un peu innovante. Mais je fais que du Paris. Je ne m'amuse pas à partir dans 50 villes. Je suis expert d'une niche de marché dans Paris. C'est un projet que je veux faire sur les 20 prochaines années. Donc, respecter le temps long, le local et favoriser une expertise avec tes mains avant d'aller chercher de la tech et de l'IA. Devenir vraiment expert du sujet avant de te digitaliser, quoi. Ouais, très intéressant. Et du coup, c'est rigolo, ça fait de la transition avec la question que je voulais te poser. Je voulais que tu me donnes les 5 trucs pour faire planter sa boîte. Quelles sont les 5 méthodes sûres dans lesquelles tu plantes ta boîte? La première, ce qui est sûr, c'est dès que tu t'intéresses plus à ta top line qu'à ta bottom line, tu plantes ta boîte. Parce qu'en fait, ce qu'on a oublié pendant cette ère des taux zéro, c'est que le profit, c'est pas un gros mot, c'était rentable. C'est pas un gros mot, c'est plutôt sain. Donc d'abord, dès que tu oublies la rentabilité et que tu ne penses qu'à la croissance de ton chiffre d'affaires, pour moi, c'est une recette assez miracle pour se planter. L'endettement, dès que tu vas chercher trop de dettes... rares sont les boîtes sans dette qui se sont plantées, quoi. Il y a un moment, ce qui te plante, c'est ton incapacité à rembourser ta dette. Donc l'endettement. 3, c'est triste, mais il y a beaucoup de boîtes qui plantent dans mon entourage à cause de conflits entre associés. Le choix de l'associé, il est assez déterminant. Moi, c'est bizarre, mon associé, je le connaissais pas beaucoup. Je m'entendais pas super bien avec lui, mais ça a marché parce qu'il était aux antipodes de ma personnalité. C'est vraiment c'est un anti-Thierry, mon associé. Il a toutes les qualités que j'ai pas, et inversement, et ça fonctionnait bien parce qu'en fait j'avais quelqu'un de complémentaire. On n'a pas dédoublé 2 profils HEC qui pensent pareil, quoi. Putain, il m'en faut 5 et 4. Trop te staffer. En fait, le staff, il y a plein de cas où tu n'en as pas besoin. Ça va pas dans le sens du chômage français, mais je pense vraiment que les boîtes se staffent trop. Et en fait, tu vois, quand on est passé de 400 à 100, on fonctionnait beaucoup mieux. Ouais, on l'a fait de manière subie, mais on se rendait compte que tout était plus fluide, que les décisions étaient plus faciles à prendre. Et en fait,
plus tu diminues ton staff, c'est triste à dire, mais plus tu es efficace. Donc, se staffer, c'est généralement chaque embauche est un pas de plus vers la chute. Je suis désolé pour les économistes qui veulent faire baisser le chômage. Et ensuite, dernier, vente des parts. C'est bête à dire. Moi, je me suis pas enrichi dans Mastéos, mais je connais des gens qui se sont mis à vendre leurs parts, qui sont enrichis en cours de route et qui sont un peu relâchés, qui se sont dit bon, allez, j'ai fait mon million. La boîte, c'est moins important parce que ça y est, je me suis sécurisé. Il faut quand même, si tu as un filet de sécurité dans l'entrepreneuriat, tu te relâches un peu. Il faut jamais être trop confortable sur sa chaise. Tu vois, si ta chaise elle devient un peu confortable, tu es sûr de te planter, quoi. Ouais, je comprends complètement ce que tu dis par rapport à ça sur ce dernier point. Le fait d'être skin in the game, tu fais pas les choses de la même manière. Ouais. Je pense tu fais un gros cash out, après tu t'achètes ta villa dans le sud et puis t'arrêtes de te décortiquer pour faire avancer ta boîte, quoi. Toi, tu as vécu en fait les montagnes russes de la croissance. Au quotidien, tu disais que tu étais le porte-parole en fait de Mastéos, c'est que ton job, donc en tout cas celui que tu t'étais fixé et que tu avais fixé ton board, c'est-à-dire de faire rayonner le plus Mastéos et faire venir le plus de clients possible à Mastéos. Ça veut dire que sur les opérations, les gens avec qui tu travaillais, quels étaient les gens avec qui tu échangeais le plus dans ta boîte au quotidien ? Mes actionnaires. Ah ouais, d'accord. Okay. Ouais, c'est terrible, hein, mais quand tu lèves beaucoup d'argent, la boîte se financiarise. Et donc, en fait, c'est ça qui est terrible. C'est que tu dois bosser pour le client, mais ton interlocuteur principal, c'est ton actionnaire. Moi, ce qui me stresse, c'est pas de rendre mon chantier à l'heure, c'est d'avoir des slides au board qui soient pas à la virgule près, quoi. Ah ouais. Bah ouais, c'est triste. Mais si tu veux, quand quelqu'un a mis 65 millions dans ta boîte, c'est lui que t'as pas envie de décevoir par rapport à un client qui t'a fait un chantier à Marseille. Donc c'est triste, hein, mais c'est ça le problème des levées de fonds, c'est qu'à un moment, ton client, c'est ton actionnaire, c'est plus ton client. Alors que, tu sais, moi je dis toujours une chose, en fait, le vrai patron des entreprises, c'est les clients. C'est pas les actionnaires, c'est pas les dirigeants, c'est pas le DG. En fait, les vrais patrons des entreprises, c'est les clients, quoi. Ah bah oui, je te confirme. Mais malheureusement, quand ta boîte se financiarise, quand tu te mets sous LBO et tout, ton vrai stress, il est côté actionnaire. Ouais. Et c'est triste. Aujourd'hui, tu montes une nouvelle boîte. Tu peux me raconter ? En fait, j'ai identifié une niche au sein du marché parisien qui sont ce qu'on appelle les micro-logements, donc tout ce qui fait moins de 14 mètres carrés. Et ça fait 1 an que j'étudie ce sous-marché et tu as énormément de micro-logements à l'abandon parce que c'est trop petit, en fait, tu sais pas quoi en faire. Donc tu as toutes les chambres de bonne, tu en as à peu près 100 000. Sur les 100 000 chambres de bonne, tu en as 85 000 qui sont pas exploitées. Enfin, c'est terrible. Ça fait des millions de mètres carrés habitables qui sont pas habités. Et tu as aussi tout un univers qui ne sont pas les chambres de bonne, qui sont premier, deuxième étage avec des vraies toilettes, mais qui sont trop petits, dans des états catastrophiques. Les gens ne veulent pas y toucher parce que trop petit, il y a un stress réglementaire sur est-ce que je suis aux normes, le DPE, le plafonnement des loyers sur ces surfaces, ça ne fonctionne pas. Tu as plein d'épouvantails autour de ces micro-logements qui fait que personne ne veut y aller. Et aujourd'hui, ça coûte une bouchée de pain. Tu vois, j'ai réussi à acheter des studios de 10 mètres carrés dans Paris à 70 000, 80 000 euros avec des vrais WC en ascenseur. Mais c'est absurde. Donc moi, j'ai identifié, en bon trader que je suis, une anomalie de marché que j'essaye d'arbitrer, comme on dit. Et donc, je monte un fonds d'investissement modeste et une opco. Incroyable, tu passes de l'autre côté. Non, mais je veux dire, en fait, mon but, c'est de monter une société qui opère dans le domaine du micro-logement parisien, donc qui réhabilite ses surfaces. J'ai pris un architecte spécialisé des micro-surfaces pour en faire des écrins de luxe. Je suis allé voir l'architecte qui a fait les wagons-lits de l'Orient Express. Je suis allé voir un architecte qui fait des cabines de yacht. Je vais allé voir tous les architectes qui savent faire du luxe dans des espaces extrêmement compacts et restreints. Et j'ai un concept architectural que j'applique à ces logements, mais il faut les acheter, ces logements, pour pouvoir les rénover, les louer. Et donc, je crée une structure qui permet de les acheter, ce que j'appelle un fonds d'investissement agréé à l'AMF, etc. Ça permet de remettre du mètre carré habitable sur le marché, de désengorger du coup un peu le marché du logement. Et ces micro-logements... C'est qui tes clients ? Voilà, c'est assez particulier. Il y a beaucoup de nomades locatifs, il y a des gens qui télétravaillent, qui viennent 1 ou 2 nuits à Paris. Il y a beaucoup de startups comme Mastéos qui ont des besoins en logement sans que ce soit des 120 mètres carrés. Moi, j'avais 400 salariés que je faisais venir régulièrement à Paris. Toi, tu dois avoir le sujet de pas mal de gens qui sont en transit. Et le problème, c'est que tu les envoies à l'hôtel, ça coûte 300 € la nuit. D'ailleurs, les chambres d'hôtel font 10, 12, 13 mètres carrés. Hein. Tu vas à Hoxton, c'est 13 mètres carrés. Et donc, je me dis, je vois pas pourquoi moi, j'ai des logements qui font 11, 12, 13 mètres carrés face à des chambres d'hôtel qui sont à 300 € la nuit et qui font la même surface. Moi, je peux y mettre la même rénovation, les mêmes prestations et je peux être une alternative à la chambre d'hôtel. Et en l'achetant 80 000 €, je peux te facturer le même service qu'un hôtel, mais pour beaucoup moins cher. Donc derrière, il y a toute une ingénierie juridique sur le type de bail qui me permet de te louer ça. Et donc, il y a plein de
schémas qui me permettent de te mettre à disposition un logement en bail société, en bail civil fractionné. Voilà. Mais mon but, c'est de faire une alternative à la chambre d'hôtel en réhabilitant ces micro-surfaces à l'abandon pour les boîtes et pour les gens qui télétravaillent et qui viennent une ou 2 nuits par semaine et qui n'ont pas envie de loger à l'hôtel. Ouais, très intéressant. Moi, pour régler ce sujet-là, sans misérabilisme, on en parlait tout à l'heure, mais moi, les premières fois que je suis monté à Paris, en fait, c'est très compliqué de se loger à Paris quand tu es ouvrier. Et les premières fois où je montais à Paris, je dormais dans ma voiture. Ce que font beaucoup en fait d'ouvriers du bâtiment en fait pour économiser un peu sur leurs frais de déplacement. Et aujourd'hui, moi, j'ai loué des maisons dans Paris, en tout cas à proximité de Paris, pour loger mes équipes qui sont en déplacement à Paris, parce qu'effectivement, c'est vraiment très très compliqué de se loger. L'hôtel, c'est compliqué aussi parce que ça coûte très cher. Et donc voilà, moi, j'ai réglé ce problème-là comme ça. Donc je comprends exactement ce que tu veux dire sur ces sujets des petites surfaces qui sont effectivement un vrai sujet, en tout cas pour loger les gens qui arrivent. Alors, toi, ce que tu dis, c'est que tu en feras des logements haut de gamme, c'est ça ? Ouais. Okay. Pas la chambre de bonne, insalubre, que tu loues à l'étudiant 300 balles par mois, c'est pas le but. Je pense que les étudiants, ils devraient pas loger dans des surfaces aussi petites. Moi, je les réserve à des gens qui sont là de manière très temporaire. Okay. Et ça tourne, et c'est une chambre d'hôtel. Hein, voilà. Ouais, d'accord. Donc, limite sans cuisine. Si, il y a la cuisine et tout. Okay, en fait, j'arrive à tout mettre, c'est ça. Incroyable. Où j'ai une innovation architecturale forte, c'est que j'ai fait bosser des archis spécialisés, et j'arrive à tout, même dans 9 mètres carrés. Je te jure, j'ai fait des 9 mètres carrés, je dors dedans. Ils sont incroyables. Okay. C'est une chambre d'hôtel 5 étoiles. Ils sont exceptionnels. Et il y a un home cinéma, il y a des enceintes encastrées, il y a la clim, il y a un matelas Teddy Bear, t'as un super écran plat, t'as une salle de bain en marbre, tout dans 9 mètres carrés. Et on peut faire des choses superbes sur ces micro-logements qui servent d'espace de stockage aujourd'hui, ou sinon tu mets ta nounou dans des conditions atroces. Enfin, c'est pas le but. T'es allé voir au Japon parce qu'en fait bien sûr. C'est des spécialistes justement. Ils sont trop forts. Des logements tout petits, très étroits, etc. Ils sont trop forts. Les gens très forts sur le micro-logement, c'est les archis japonais et les architectes nautiques. Ok. Et alors c'est surtout dans le nautisme que je suis allé chercher ma R&D, parce qu'ils ont inventé plein de trucs que j'essaye de faire transférer dans le résidentiel sur comment équiper des mini-espaces au millimètre et avoir tout dans une cabine, quoi. Thierry, moi je dis souvent que faire des affaires, en fait, c'est une relation de confiance. Toi, aujourd'hui, en fait, on t'en parlait tout à l'heure, la confiance, elle a été rompue avec tes investisseurs, avec des gens avec qui tu travaillais, avec certains de tes clients, etc. Comment on revient, en fait, dans le game pour essayer de regagner la confiance? Je trouve que c'est très difficile, une fois qu'on a perdu la confiance, d'arriver à restaurer cette confiance-là. C'est quoi tes tips pour quand tu vas voir des investisseurs, quand tu vas voir des gens, alors que tu es très connu dans l'écosystème, pour qu'ils continuent à te faire confiance et pour qu'ils te fassent confiance de nouveau? Ouais, alors pour qu'il y ait une perte de confiance, il faut quand même qu'il y ait une faute avérée. Moi, dans mon cas, Mastéos s'est planté, mais à ce jour, il n'y a pas eu de faute de gestion avérée. Il y a eu un événement macroéconomique majeur qui a fait s'effondrer le marché. Donc je subis pas une perte de confiance de la part de l'écosystème. Ce qui est sûr, c'est que tu me demandais pourquoi je fais autant de presse. Il y a un petit côté psychanalytique, j'ai pas envie qu'on m'oublie parce que voilà, et j'ai un message à faire passer. Et surtout, je pense que l'entrepreneur, il doit quand même cultiver une forme de visibilité. Parfois, on trouve ça superficiel comme exercice. Malheureusement, je connais des entrepreneurs qui ont des super boîtes, des super produits, qui sont un peu allergiques aux médias et à la prise de parole, et dont personne n'a jamais entendu la boîte. Donc c'est important de cultiver un peu sa visibilité quand on est entrepreneur. C'est ce que je fais, et le fait de rester visible me permet d'être accueilli quand je frappe à la porte plus facilement que si j'étais resté tapi dans ma cave. C'est ton truc, en fait, de faire ce fail-là une force. Ça devient un peu ta carte de visite. Je trouve que c'est intéressant, tu vois, de parler de ça et de ce que tu fais. T'es pas inquiet qu'on te reconnaisse après uniquement par la chute de Mastéos? Moi, je suis très proche d'un philosophe qui s'appelle Charles Pépin, qui a écrit un bouquin incroyable qui s'appelle Les Vertus de l'échec, qui me l'a dédicacé lors de ma faillite. Okay. C'est vrai? Ouais. Okay. Et je vous invite à le lire, il est top. Oui, effectivement, moi, je vois vraiment dans l'échec une force. C'est-à-dire que si le truc avait réussi et si je m'étais sorti indemne, je pense que j'aurais fini par faire un échec. Je connais des entrepreneurs, c'est assez marrant, un très connu que je peux pas citer malheureusement, mais tu risques de l'inviter dans ton podcast à un moment, qui a eu tellement de succès et un peu par chance, qui s'est pas pris la crise et du coup qui s'est jamais remis en question et qui a fini par se planter mais misérablement. Parce qu'en fait, il a jamais eu cette leçon du début. Et moi, j'ai une chance, c'est de me prendre cette leçon sur ma première boîte. Je suis entrepreneur depuis 4 ans. Hein. Et a priori, je vais pas aller refaire ces erreurs-là. Et je suis plutôt content que ça m'arrive sur ma première boîte que sur ma 5e. Si j'étais passé entre les gouttes, ça aurait été terrible. Cet échec, il fait de moi quelqu'un maintenant de très, très prudent.
d'un point de vue entrepreneurial et financier, mais une prudence extrême. C'est-à-dire que je suis passé à l'opposé. Personnellement, ça m'a appris beaucoup de choses sur ma capacité à résister aux tempêtes. Ça m'a forgé une carapace. Ça a eu des effets incroyables et je pense que je suis quelqu'un de plus fort. Et je souhaite à personne de vivre cet échec, mais clairement, comme dit Jennifer dans Au Soleil, qui reprend Nietzsche, en vérité, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Il n'y a rien de plus vrai que ça. Et puis, je lisais sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps qu'en fait, je trouvais ça très juste, qu'en fait, les bateaux, on sait s'ils sont résistants en pleine tempête. Toi, je crois que tu t'es pris une tempête assez colossale, assez violente. Et en fait, tu es encore devant moi là, tu remontes une boîte, donc il y a quelque chose qui continue. Tu vas continuer à essayer à entreprendre. Ça t'a pas guéri, quoi. T'es pas vacciné. Est-ce que c'est parce qu'en fait, on peut pas retrouver de boulot après ? Ouais, il y a ça. Okay. C'est impossible de se recaser quand t'es entrepreneur. Okay. Les employeurs savent que en fait, un entrepreneur est piqué à l'entrepreneuriat. Donc, si tu fais croire que t'es un mouton et que tu retournes dans le salariat déguisé en salarié, les gens savent très bien qu'avec un passé entrepreneurial, tu restes pas en place plus de 6 mois. Donc, je suis inembauchable. J'avais plein de questions, en fait. Vas-y, je peux te répondre en un mot à chaque fois, on va très vite. Ouais, non, sur les échecs, en fait, moi, je trouve qu'il y a une espèce de hype autour des échecs. Ouais. Je trouve qu'en fait, on essaye de mettre ça en avant en disant qu'en fait, c'est ça qui permet de créer les victoires. Et je trouve qu'on parle pas suffisamment aussi des apprentissages qu'on fait avec les réussites et les victoires. Toi, dans ton cas, c'est très différent parce qu'en fait, le message que tu portes aujourd'hui, en fait, on l'entend nulle part. Pour de vrai, hein. Tu vois, j'ai cherché en fait les entrepreneurs en fait qui parlent de leurs difficultés et de leurs échecs. En fait, il y en a peu. Moi, j'ai fait des erreurs. J'en parle d'ailleurs régulièrement sur les réseaux sociaux. J'explique que j'ai fait des mauvaises associations, que j'ai perdu de l'argent, qu'en fait, au quotidien, en fait, c'est super dur de faire de la croissance, d'aller chercher des nouveaux marchés, des nouveaux terrains de jeu, de faire progresser ses équipes. En fait, tu t'es pas pris une grosse tôle, toi aussi ? J'ai l'impression qu'en fait, j'en prends très régulièrement. Ouais, après, mais t'as pas mis une boîte en liquidation aussi ? J'ai pas mis de boîte en liquidation. Pourtant, dans les travaux, c'est fréquent. Ouais, ma première boîte, en tout cas, j'ai mis la clé sous la porte. Ouais. J'avais 22, 23 ans, j'ai monté ma première boîte à ce moment-là avec mon meilleur ami. Et en fait, on a mis la clé sous la porte parce qu'en fait, à 20 ans, 22 ans, on ne sait pas gérer une boîte, on ne sait pas ce que c'est un besoin de fonds de roulement, on ne sait pas ce que c'est le management. Voilà, il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire. Donc, je suis passé par cette difficulté de ce que c'est. Puis en plus, c'était une boîte dans les médias, dans l'édition. Donc en fait, on était très visible dans l'écosystème dans lequel on intervenait, etc. Donc je sais ce que c'est cette difficulté. Enfin voilà, moi, je voulais te remercier d'être venu là parce que en fait, ton discours, il n'est pas politiquement correct. On n'en parle pas forcément. Comme tu es dans un écosystème qui a besoin du capital risque, et ben, en fait, on ne dit pas qu'en fait, ils peuvent être parfois en fait, dans une dynamique à te pousser à aller brûler du cash, etc. et à faire des projets qui sont complètement incroyables, alors que ce n'est pas forcément ce qu'a besoin la boîte. On ne dit pas qu'en fait, les valos qu'ils proposent et la valorisation de tes parts, elle est parfois complètement déconnectée de la réalité. Et je trouve que c'est un discours qui est important que tu le portes, parce que c'est un moyen d'expliquer aux gens qu'en fait, il y a des erreurs quand même à éviter, dans lesquelles il faut faire attention. Tu devrais même faire des conférences là-dessus. Moi, je trouve que ce serait intéressant de t'entendre. Quand j'écoute ton discours par rapport à ça, quelqu'un qui a échoué quand même, est-ce que c'est quelqu'un qui a les bonnes méthodes après pour réussir ? Déjà, il faut accepter et assumer l'échec, parce que j'assume à 100%, et sa responsabilité dans cet échec, ce qui est mon cas. Et c'est que comme ça que tu peux en tirer des enseignements. Je précise, un petit disclaimer, je tape pas sur les VC. D'ailleurs, je les adore. Je trouve que c'est des gens brillants. Mais... on s'est trompé à vouloir mettre du VC dans la PropTech. Voilà, c'est tout. Mais les VC sont des gens qui sont essentiels au financement de l'écosystème entrepreneurial français, qui est sous-développé par rapport aux États-Unis et à l'Angleterre. Il faut plus de VC, plus d'argent VC, mais peut-être aiguiller sur des projets plus compatibles. Et côté entrepreneur, le VC n'est pas la seule option de financement. Moi, en ce moment, je remonte une boîte, je ne me finance pas auprès de VC. On peut le voir comme un pacte avec le diable dans certains cas, parce qu'effectivement, c'est une espèce de solution de facilité. Si en plus, il met de l'ego et tout, c'est pas la bonne trajectoire à prendre. J'en suis l'exemple, mais parce qu'aujourd'hui, tous les entrepreneurs font un deck et veulent aller lever de l'argent pour passer sur BFM, faire un post LinkedIn et aller vite. Mais en vérité, il y a 1000 autres façons d'avancer. Tu as 500 salariés aujourd'hui, tu n'as jamais levé des fonds. Et sur l'échec, encore une fois, je ne veux pas le glorifier parce qu'il y a eu beaucoup de victimes dans la liquidation Mastos, des clients, des salariés, des actionnaires de crowdfunding, etc. Donc il y a des vrais drames humains.
un drame pour le dirigeant et pour sa communauté. Mais faut pas le diaboliser non plus. Donc il y a un juste milieu à trouver. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut libérer la parole là-dessus. Et il y a de plus en plus de faillites en ce moment à cause de la macro. Et c'est vrai que voir l'envers du décor, ça permet de mieux comprendre comment on se plante alors qu'on a 60 millions et qu'en fait on n'est pas seul aux manettes. Hein. C'est tout un ensemble de gens. Voilà. Et pourquoi on n'en entend pas parler plus que ça ? Parce que les capital risques aujourd'hui, en fait, 5 boîtes sur 100, peut-être 5% en fait, qui connaissent une jolie trajectoire. Quand même la grosse moitié qui est dans cette espèce de zone grise qui est quand même ni performante ni efficace. Et puis il y a une partie quand même, qui est quand même très importante qui va se cracher comme toi et qui va pas aller au bout. Et pourquoi on les entend pas ? Pourquoi on n'entend pas ? On n'entend que les licornes, etc. Et pourquoi on n'entend pas tout le reste ? C'est jamais très agréable d'aller s'exprimer sur un échec. Il y a ce stigmate qui colle à la peau des entrepreneurs qui ont échoué en France. Donc peut-être qu'on va en entendre un peu plus parler, j'espère. Et vous n'avez pas un club ? Si, il y a une asso qui s'appelle... j'en fais pas partie, je crois que c'est 50 000 rebonds. Ok. Et c'est surtout les anciennes générations qui osent vraiment pas en parler. Quand je fais des conférences sur des associations de dirigeants et que je parle de cette faillite, j'ai des quinquagénaires et même plus qui viennent me voir à la fin qui me disent « J'ai jamais osé en parler, mais moi j'ai fait une faillite dans les années 90, j'ai gardé ça pour moi pendant 15 ans et le fait que tu t'ouvres aujourd'hui, est-ce qu'on peut prendre un café parce que ça me libère » Enfin, franchement, des types de 50, 60 ans qui ont gardé ça pour eux, qui sont traumatisés et qui sont enfermés dans leur carapace. Et il faut libérer la parole là-dessus parce que sinon ça fait des névroses, quoi. Des névroses. Ouais, je comprends. Pour terminer cet épisode avec une note positive, comment on peut se préparer à l'hypercroissance ? Moi, c'est un sujet qui me passionne, vraiment. La croissance, l'hypercroissance. J'ai fait de la croissance organique. On faisait plus 100% de croissance par an. Aujourd'hui, moi, je mets de la nitroglycérine dans le moteur des entreprises qui rejoignent le groupe, vraiment. On a repris une entreprise qui s'appelait AcroBTP, qui était en montagne. On a repris, ils faisaient 10 millions d'euros. Là, en 2 ans, ils en font 15. Donc, il y a une croissance qui est extrêmement forte. On va travailler sur la rentabilité, etc. Donc, moi, ces sujets de croissance et d'hypercroissance, c'est un sujet qui me passionne. Comment on fait, Thierry, pour maîtriser ce sujet ? Ou comment on se prépare, peut-être, personnellement, en tant que dirigeant, à partir à la supercroissance ? Tu as 2 types d'hypercroissance. Tu as l'hypercroissance VC, où on injecte des stéroïdes et puis on hypercroît. Donc là, il y a juste à dépenser le pognon, quoi. Et tu as ton hypercroissance rentable. Je ne sais pas comment tu fais. Je pensais que ce n'était pas possible, mais tu prouves que ça l'est. Et là, c'est un travail au millimètre, au centime, dont tu es le seul maître. Mais c'est très, très dur de faire de l'hypercroissance rentable. Donc en général, c'est une prise de risque. Se lancer dans l'hypercroissance, c'est prendre un risque fou. Et tu es sur une corde et tu fais de l'équilibrisme et tu as 9 chances sur 10 de tomber. Toi, tu tombes pas et c'est moi qui t'inviterai sur mon podcast pour que tu m'expliques comment tu fais. C'est sympa, merci. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on se forme pas, on se fait pas coacher, on n'a pas... Toi, dans cette logique-là d'hypercroissance, quand justement tu dis, allez, je pars à la conquête maintenant de ce marché-là pour devenir le numéro 1, tu mets pas en place un entraînement ou des méthodes pour te dire, en fait, je vais supporter cette hypercroissance. Non, et puis ça arrive pas du jour au lendemain, tu vois. Ouais. Moi, je me dis pas, en 2019, j'ai la capacité de gérer 400 salariés. Ouais. Évidemment que non. Ou j'ai la capacité de parler devant plein de personnes ou sur un plateau télé. Je tremble quand je prends la parole en public. Okay. Et ça se voit pas du tout. Hein. Non, ça se voit pas parce que maintenant, je suis rompu à l'exercice, mais j'avais une peur panique de la prise de parole. L'hypercroissance, finalement, elle se fait aussi sur un temps qui est... en janvier, tu as un salarié, en février, tu en as 2, donc tu t'adaptes. En mars, tu en as 3, 4. Bon, bah, ça va. Et puis ton corps, il s'adapte. C'est comme... moi, je fais de la force athlétique, de l'haltérophilie. Okay. Et je trouve que c'est un bon comparatif parce que quand j'ai commencé l'haltérophilie, je soulevais 20 kilos. Okay. Donc j'ai une barre au sol, je dois la soulever du sol et elle fait 20 kilos. Et la séance d'après, je rajoute 500 grammes. J'ai des micro-disques de 250 grammes que je mets de chaque côté. Et donc je fais 20 kg,5 puis 21 kg. Aujourd'hui, je suis à 200 kilos. Mais ça m'a pris 2 ans. D'accord. Okay. Mais je suis pas passé. Aujourd'hui, tu me vois soulever 200 kilos, tu dis ouais, il est fort. Mais en vérité, je suis allé 500 grammes par 500 grammes pendant 2 ans. Donc j'ai fait de l'hypercroissance sur la force athlétique. Et c'est pareil, t'as un salarié, t'as un deuxième salarié, t'as 1 million, t'as un deuxième million. T'as le temps, ton corps s'adapte, ton esprit s'adapte. Et en fait, tu t'adaptes. T'as pas besoin de prendre des cours sur l'hypercroissance. Parce que c'est rapide, mais c'est pas rapide au point où ça se fait en 2 jours, quoi. Ça se fait quand même en 700 jours, donc t'as le temps. Ouais, je comprends. Et c'est un bon parallèle ce que tu fais avec le sport. Moi, je fais un peu de sport aussi. Tu fais quoi ? J'essaie de faire un peu de muscu, c'est etc. Vrai un peu de course, un peu de... et en fait, c'est hyper ingrat parce que en fait, dès que tu t'arrêtes 2 semaines,
tu repasses à l'étape d'en dessous et il faut repasser 2 semaines. T'as envie de t'injecter des stéroïdes pour aller plus vite? Alors moi, pas du tout. Moi non plus. Non, je trouve qu'en fait, c'est de la triche. Et en fait, moi, j'ai un truc, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'est arrivé dans mon enfance, mais en fait, je supporte pas de tricher. Moi, je veux gagner en respectant toutes les règles. Tu vois. Et ben voilà, parfois, l'argent vici, c'est de l'argent. Qui respecte pas les règles, c'est un peu de la triche. Ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a une question, Thierry, que t'aurais aimé que je te pose, que je t'ai pas posée? Sur ton parcours, sur ton avenir, sur ce que tu as fait, sur les choses que tu as vécues. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous partager en fait, qui permettrait à tous les auditeurs de Build de comprendre en fait, les risques ou alors les opportunités de l'hypercroissance? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir où est-ce que les gens qui traversent des tempêtes tirent leurs ressources. J'ai dîné avec un type, un politique, il n'y a pas longtemps. J'ai été invité, je ne sais pas ce que je foutais à ce dîner, mais alors, il n'a pas une super réputation, mais c'est quelqu'un d'assez impressionnant. Il s'appelle Claude Guéant. C'est le ministre de l'Intérieur, secrétaire général de l'Élysée, donc le numéro 2 du gouvernement. Et j'ai dîné avec lui, et je lui ai demandé, parce qu'il a plein d'affaires. Alors, bon, je ne sais pas si c'est la substance du truc, mais il a une douzaine d'affaires. Et il s'est fait saisir sa résidence principale, il a fait de la prison, il a croulé sous les amendes, enfin c'est terrible. Et on a parlé politique, etc. Et je lui ai demandé, où est-ce que tu trouves les ressources pour traverser ce stress judiciaire? Parce que moi, je suis allé au tribunal plusieurs fois, peut-être une dizaine de fois. C'est un tel stress. Et ce qui m'intéresse, c'est voir où est-ce que les gens tirent leurs ressources pour traverser ce genre de tempête. Moi, je l'attire de 2 choses, mais il ne faut pas le prendre à la légère parce qu'il y a vraiment beaucoup de suicides de dirigeants qui font faillite. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai eu des histoires atroces. Donc, moi, c'est le sport, mais ce n'est pas le petit footing une fois par semaine. C'est vraiment 2 heures de sport tous les jours, sinon je deviens dingue et je me pends dans ce genre de moment. Donc, le sport, c'est une drogue incroyable qui permet de surmonter des situations atroces. Et le deuxième, c'est j'ai une passion dévorante pour la philosophie, pas les bouquins de développement personnel, la vraie philo, Nietzsche, Kant, Hegel, les trucs chiants que tu apprends en terminale. Et c'est dans la philosophie, chez les stoïciens, chez Nietzsche, qui est mon philosophe préféré, que je trouve des passages de sagesse qui me permettent de survivre à ces tempêtes. Et j'invite les gens qui sont un peu trop... Moi, j'adore TikTok. Je pense qu'il faut s'autoriser des moments où on devient bête, mais il faut compenser avec un podcast de philo, une lecture de mon philosophe Charles Pépin et tout ça. Voilà. Il faut pouvoir faire du TikTok et de la philo. Et je trouve que le monde manque un peu de philo en ce moment. Merci beaucoup Thierry d'être venu nous voir. Moi, je suis impressionné par ton honnêteté, ta sincérité à parler de ce parcours-là. Moi, ça résonne beaucoup dans ce que tu dis, dans les difficultés que tu as rencontrées. Moi, je te souhaite le meilleur pour la suite. J'imagine que tu as dû passer des moments vraiment compliqués. Moi, je te souhaite de rebondir, de reconstruire une nouvelle boîte, etc. Et en tout cas, de t'épanouir dans ton nouveau job. Merci d'être venu chez Build. Merci Xavier. À bientôt.